D4VD ressemblait à l'avenir de la musique, une star virale qui transformait les chagrins d'amour en tubes. Mais derrière la célébrité, les enquêteurs affirment qu'une histoire bien plus sombre se jouait. Des allégations choquantes autour de D4VD jusqu'aux secrets troublants liés à Diddy et à l'héritage hanté de DMX, voici les secrets que les rappeurs célèbres ne veulent pas que vous connaissiez. David est né David Anthony Burke le 28 mars 2005 à Queens, New York. C'est-à-dire avant de déménager très jeune à Houston, au Texas, où il passera la majeure partie de son enfance. Il a grandi dans une famille religieuse avec son père, DeJuan Burke, qui a joué un rôle central dans sa vie et la foi a toujours été présente tout au long de son enfance. Son exposition précoce à la musique ne s'est pas faite par le rap, la pop ou les hits du moment, mais par la musique gospel, qui dominait ce qu'il écoutait en grandissant. Et à la maison, il n'était pas seul. Il avait au moins une sœur cadette, et des années plus tard, c'est dans le placard de la chambre de sa sœur que sa musique allait discrètement voir le jour. Mais bien avant cela, le foyer lui-même est resté en grande partie privé, avec très peu d'informations connues publiquement sur la dynamique complète de sa famille. Concernant l'école, David n'a pas eu un parcours classique. Après la 7e, il a été scolarisé à domicile et a passé son adolescence en dehors du système scolaire traditionnel. Ce changement signifiait moins de structure, moins de cercles sociaux et beaucoup plus de temps passé en ligne. Dès le début de son adolescence, alors que David était déjà plongé dans la culture internet, il publiait du contenu sur YouTube dès l'âge de 9 ans et passait des heures à jouer surtout à Fortnite. À ce moment-là, lorsque David était déjà bien investi sur YouTube, eh bien, il avait déjà créé une chaîne qui compte aujourd'hui environ 75 000 abonnés et totalise 20 millions de vues au total. Maintenant, parlons de son contenu. C'était uniquement du gameplay sur Fortnite avec des extraits montés, des sons tendances et des coupes rapides. Aujourd'hui, si vous regardez ses premières vidéos, il n'y a ni vlog, ni réaction, ni contenu centré sur la personnalité. Juste du gameplay, des enregistrements d'écran et quelques montages. Mais ce gamin développait ses compétences, apprenait à monter et à gérer le rythme. Il apprenait à donner des titres à ses vidéos et à comprendre ce qui faisait rester les gens. En parallèle, il écrivait pas encore des chansons, mais des idées. Et même si je n'ai pas une copie de son journal personnel, je suppose que tout n'était pas que licorne et papillon. Pendant des années, malgré son addiction à Internet, sa vie est restée en grande partie cachée. C'est pour cela que nous n'avons jamais fait de vidéo avant qu'il ne soit célèbre sur lui, car il n'y avait pas assez d'informations jusqu'à présent. Mais c'est en juillet 2021 que David a sorti sa première musique, et cela s'est fait sur une toute nouvelle chaîne, simplement intitulée David, ou D4VD. Son premier morceau, Runaway, était uniquement audio. Pendant des années, personne ne regardait ses vidéos, ni ne savait qui il était. Il n'y avait pas de visage, pas d'interview, pas d'histoire derrière l'artiste, juste un nom d'utilisateur et la persévérance de se faire un nom en ligne. Quand la carrière de David Burke a débuté, des aspects de son histoire étaient déjà connus mais restaient incompris du public. À présent, les procureurs affirment qu'il avait noué une relation cachée avec Céleste Rivas Hernandez, qui à l'époque était une adolescente de 14 ans, originaire de Lake Ellis, Elsinore, en Californie. Avant qu'elle n'entre dans son univers, alors que David était encore totalement plongé dans le monde du jeu vidéo, il construisait son identité en ligne bien avant que quiconque n'associe son nom à la musique. Finalement, son contenu a commencé à évoluer après des années passées hors caméra. David a fini par montrer son visage dans ses vidéos, marquant un changement clair dans la façon dont il se présentait en ligne. Une des premières vidéos permettant au public de le voir a donné une nouvelle dimension à son contenu, transformant sa chaîne de jeux vidéo en une personnalité connectée aux spectateurs. Malgré sa constance, il évoluait toujours à un niveau relativement bas dans l'écosystème des créateurs. Il avait bâti une chaîne respectable avec des dizaines de milliers d'abonnés et des millions de vues, mais sans percer vraiment. Cette percée est venue d'un endroit inattendu pendant que David montait des vidéos Fortnite et rencontrait un problème récurrent. Il avait besoin de musique pour ses vidéos et voulait éviter les problèmes de droits d'auteur, alors il a choisi de créer ses propres morceaux. Cette décision a conduit à la sortie d'une vidéo avec paroles appelée You and I. Au début, c'était une mise en ligne ordinaire, puis les chiffres ont évolué. La vidéo a rapidement dépassé le demi-million de vues, attirant l'attention d'une manière que son contenu de jeux vidéo n'avait jamais réussi à faire. Pour la première fois, les gens ne faisaient pas que regarder ses montages. Ils se reliaient à ce qu'il avait créé. Dès lors, l'élan a pris forme. Il a continué à enregistrer de la musique, à expérimenter avec le son tout en gardant son identité de créateur de contenu. Puis est venu le moment qui a tout changé avec la sortie de Romantic Homicide. Ouf! Mais cette fois, sa musique a atteint un autre niveau. Elle s'est vite répandue sur les plateformes, attirant des millions d'auditeurs. L'industrie a réagi rapidement. David a signé avec Darkroom et Interscope Records, s'imposant parmi les artistes internet en pleine ascension. Désormais, des opportunités de management et de tournée ont suivi, étendant sa
transporter au-delà de l'écran vers les scènes du monde réel. Très vite, il ne se limitait plus à publier en ligne, il jouait devant 20 000 personnes. Lors de l'une de ses premières grandes apparitions, il est monté sur scène à Baltimore devant 20 000 personnes, un tournant pour ce jeune qui téléchargeait autrefois des extraits de gameplay depuis le placard de sa sœur et se retrouvait désormais artiste sur scène. Soudain, bien que l'ascension soit achevée, l'histoire était encore loin d'être finie. Alors que la carrière musicale de David grandissait, une autre facette de sa vie évoluait discrètement en coulisses, devenant plus tard le centre d'une grande enquête criminelle. Selon les procureurs, David avait noué une relation avec Céleste Rivas Hernandez, une jeune fille de 14 ans originaire de Lake Elsinore, en Californie. Les enquêteurs indiquent que les interactions ont évolué avec le temps, principalement hors du regard public, tandis que sa carrière progressait rapidement. Donc, en 2024, Céleste, sa famille a signalé sa disparition. Pendant que les enquêteurs retraçaient ses déplacements, ils voulaient savoir où elle était à Los Angeles et pensent qu'elle a rendu visite à David dans sa maison des Hollywood Hills en avril 2025. Quelques mois plus tard, l'affaire a pris un tournant majeur. Les autorités ont découvert des restes humains à l'intérieur d'une Tesla liée à David, qui était restée dans une fourrière de Los Angeles pendant une longue période. Les restes ont ensuite été identifiés comme ceux de Céleste, confirmant que la disparition était désormais une enquête pour homicide. Après cette découverte, les détectives de la police de Los Angeles ont constitué un dossier avec des preuves médico-légales, des enregistrements numériques et de nombreux documents récupérés sur les appareils électroniques saisis chez David. Alors que l'enquête avançait, David a été arrêté et placé en détention sans possibilité de libération sous caution pendant la procédure judiciaire. Les procureurs ont porté de lourdes accusations, dont meurtre au premier degré, et prévoient de présenter de solides preuves dans leur dossier. En même temps, David a plaidé non coupable, mais son équipe juridique envisage peut-être de modifier ce plaidoyer au tribunal car les preuves s'accumulent. Attention, la suite de cette vidéo est choquante. Les procureurs de Los Angeles ont révélé qu'il avait des milliers de vidéos illégales sur son téléphone et son ordinateur, y compris des enregistrements impliquant Céleste. Son corps a été retrouvé sans certains doigts, dont celui tatoué à son nom. Il lui manquait aussi un œil et présentait de nombreuses blessures par arme blanche. À présent, alors que l'affaire continue de se dérouler, l'issue finale sera probablement décidée au tribunal, où toutes les preuves seront examinées. Mais je crois aussi qu'ils ont trouvé une sacrée quantité de fichiers d'enfants, 3 téraoctets. Ce gamin est vraiment malade. Alors, qu'en pensez-vous? Je sais que la peine de mort n'existe pas en Californie, mais pour ce cas, elle devrait peut-être. Ce message s'adresse à ceux qui veulent être célèbres ou faire des choses malsaines. Ce genre de bêtises ne passe pas. On aurait peut-être dû regarder certains titres ou paroles de ces chansons, car ils semblaient presque fantasmer ou vouloir que cela arrive. Là où je suis sorti avec mes enfants, c'est tout. DMX est né Earl Simmons le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, New York. Il a grandi là-bas et à Yonkers, New York, fils d'Arnett Simmons et de Joe Barker. Il a été élevé en tant que témoin de Jéhovah et reste un chrétien pratiquant à ce jour. Il a été victime de maltraitance, a vécu dans un foyer collectif et s'est tourné vers le vol pour survivre, ce qui l'a amené à avoir souvent des démêlés avec la justice. Les ennuis ont commencé tôt pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, que voulez-vous dire par ennui? Ça va être une longue interview. Mec, il a commencé dans le hip-hop comme DJ et human beatbox, mais il s'est ensuite mis à rapper se faisant un nom dans les battles de rap freestyle. Il a attiré l'attention de P. Diddy et a auditionné, mais Puff n'était apparemment pas intéressé. J'ai rappé, ou peu importe, et il a dit non, et il a dit que ma voix était trop rauque, que je n'étais pas commercial. DMX a ensuite signé avec Def Jam et a sorti It's Dark and Hell is Hot en 1998. L'album a débuté à la première place du Billboard et comportait l'une des chansons les plus emblématiques de DMX. Comme de tous les temps, Rough Riders Anthem. Arrête, fais tomber, fais-le taire, ouvre la boutique, non. DMX sortirait son prochain album Flesh of My Flesh, Blood of My Blood seulement 6 mois plus tard. Lui aussi débuterait à la première place et serait certifié triple platine. Artiste prolifique, DMX enchaînait les succès mais ses démêlés avec la justice n'en finissaient pas non plus. En 1998, il a été arrêté pour le viol d'une stripteaseuse de 29 ans dans le Bronx, mais les tests ADN se sont révélés négatifs, l'innocentant. Cette stripteaseuse voulait seulement de l'argent. En 1999, DMX a été arrêté pour possession d'armes à Fort Lee. Cette année-là, il a été accusé de cruauté envers les animaux dans le New Jersey, mais l'affaire a été classée après qu'il a plaidé coupable et enregistré des messages de sensibilisation pour une association de protection animale. As-tu vu les chiens tatoués sur mon dos? J'adore les chiens. Tu n'es lié à aucune organisation de combat de chiens. Non, pas du tout. D'accord.
Mais cette année-là, il a aussi sorti un autre album numéro 1. Et puis il y a X qui comprenait des morceaux comme Quel est mon nom, Ce que veulent les filles et Fais la fête. Ton pote dit que tu es stupide. Tu réponds que tu aimes la mère de ton enfant et ne la quitteras jamais. 1999 a aussi marqué deux débuts importants dans la vie personnelle de DMX. Le début de son mariage avec Tashira Simmons et le début de sa rivalité avec Ja Rule, qui allait durer presque aussi longtemps. La rivalité a commencé après que DMX et Jay-Z aient été en featuring sur la chanson de Ja Rule. C'est It's Murder de son premier album, Vini Vici. DMX était agacé de constater que la voix rauque du jeune rappeur ressemblait beaucoup à la sienne. Vous savez, son style signature, et la querelle allait durer les 10 années suivantes. Le mariage de 11 ans de DMX avec Tashira Simmons a été tumultueux. Bien que le couple ait eu 4 enfants ensemble, DMX l'a trompé à plusieurs reprises, ayant au total 10 enfants avec d'autres femmes à la fin de leur mariage. Allons-y. C'est beaucoup. Et DMX allait avoir beaucoup de problèmes financiers à cause de ses enfants. En 2004, Monique Wayne est devenue la mère du bébé de DMX. Et 3 ans plus tard, il a été condamné à lui verser 1,5 million de dollars. En 2013, DMX devait tellement de pensions alimentaires à ses différentes mères de ses enfants qu'il a déposé le bilan. L'homme dit qu'il n'a que 50 $ en liquide dans sa poche. Et non, pas d'argent à la banque. De gros problèmes avec les mères de ses enfants, vraiment. 10 d'entre elles. Rappelons que, même avec ses soucis financiers, DMX gagnait toujours beaucoup d'argent. En 2013, il avait sorti 7 albums studio, dont 5 étaient numéro 1 au Billboard, et il avait réussi à percer à Hollywood, jouant dans des films à gros budget, dont Roméo doit mourir et Hors Limite, pour lesquels il a également produit la bande originale. Qui a éteint les lumières? Voilà ce que disent les mecs. Tu ne veux plus te battre, mais vous jouez tous les mecs. Les problèmes juridiques constants de DMX ont aussi tendu son mariage. Il a entamé le nouveau millénaire avec 15 jours de prison pour possession de cannabis. L'année suivante, il a encore été arrêté pour la même accusation et conduite sans permis. Durant la décennie suivante, il a alterné prison et désintoxication avec d'autres chefs d'accusation, y compris la cruauté envers les animaux, le trouble à l'ordre public, la possession d'accessoires liés à la drogue, l'agression d'un gardien de prison, la possession de drogue, la possession criminelle d'une arme, l'usurpation d'identité, le méfait criminel, les menaces, la conduite sous influence, la conduite dangereuse, la conduite avec un permis suspendu, la tentative de carjacking, le vol et la violation de probation. Et ce n'est pas tout. En juillet 2010, DMX a tourné un pilote de télévision sur son chemin vers la guérison alors qu'il sortait de prison pour usage de drogue et violation de probation. L'émission n'est jamais devenue une série, sans doute car DMX ne se rétablissait pas. Il a d'ailleurs été arrêté 3 semaines après le tournage du pilote. Oui, il a continué à avoir des problèmes judiciaires, surtout liés à la conduite. 3 semaines après. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est abusé. Ce n'est pas ce parcours précis, mais l'ensemble du parcours. Ceci n'est qu'un des événements survenus pendant ce cheminement. Cette année-là, DMX et Tashaya se sont séparés. Même si le divorce a traîné pendant des années et n'a été finalisé qu'en 2014, DMX entamera ensuite une relation à long terme avec Desiree Lindstrom. À cette époque, DMX a de nouveau fait la une des journaux lorsque ses fans se sont vus promettre un match de boxe de célébrité entre lui et George Zimmerman. George Zimmerman est le tristement célèbre Floridien qui a tué l'adolescent non armé Trayvon Martin en 2012 et a été controversément acquitté du meurtre. Nous serions ravis de leur casser la gueule. DMX a promis de lui botter le cul. Désolé. Beaucoup craignaient que ce combat ne serve juste à promouvoir le tueur comme héros culturel. Tu vois, ça, ouais, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Une pétition a été lancée sur change.org pour demander l'annulation de l'événement. Heureusement, le match n'a finalement jamais eu lieu. Depuis lors, DMX a continué à travailler sur son 8e album studio à paraître, qui est en préparation depuis 2013. L'album comprendra les producteurs Swizz Beatz et Dame Grease, ainsi que des rappeurs comme Kanye West et Dr. Dre. Il continue également d'avoir des démêlés avec la justice. En 2015, il a été arrêté pour vol et pension alimentaire impayée. Il a été condamné à 6 mois de prison. Un autre mandat d'arrêt a été émis après son absence à une audience sur la pension alimentaire due à son ex-femme, Tashera. Maintenant, elle est une baby mama, pas juste une maman. Mais ses soucis de pension alimentaire n'ont pas empêché DMX d'avoir des enfants. Le 16 août 2016, lui et sa petite amie Désirée ont accueilli son 15e enfant au monde, Exodus Simmons. Ce gars-là ne recule devant rien. Comment peux-tu élever 15 enfants via Skype? Ashton Kutcher sur Hot Ones. Ashton Kutcher a révélé des infos sur une supposée vidéo de son passage dans Hot Ones, pendant laquelle les soirées de Diddy ont été évoquées. J'ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas raconter celle-là non plus. On l'entend dire, en fait, je les passe en revue dans ma tête. Il dit ça dans la vidéo avant de changer de sujet et de commencer à parler d'autre chose.
Je ne peux pas non plus la raconter. Je les passe vraiment en revue mentalement. Quand le sujet des soirées de Diddy est abordé, Kutcher semble hésiter un peu et fait une drôle de tête, puis il s'empresse de changer rapidement de sujet. Et puis, il y a l'interview avec Justin Bieber. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise après avoir vu la vidéo embarrassante qui est censée montrer Diddy avec un Justin Bieber très jeune. Dans la vidéo, on entend Diddy déclarer que Justin Bieber et son ami passaient le meilleur moment de leur vie et que Bieber passait 48 heures avec Diddy. Dans la vidéo, Diddy continue « Où on traîne et ce qu'on fait, on ne peut pas vraiment le révéler, mais c'est clairement le rêve d'un garçon de 15 ans. » On ne peut pas vraiment le révéler, mais c'est clairement le rêve d'un garçon de 15 ans. Après cette vidéo, j'aurais voulu qu'il continue de parler pour une vraie réponse. On m'a confié sa garde. Diddy parle de Bieber. Il est signé chez Usher, mais j'avais la tutelle légale d'Usher quand il a sorti son premier album. Je n'ai pas la tutelle légale de lui, mais pour les prochaines 48 heures, il est avec moi. Et on va devenir complètement fou, complètement dingue. En parlant de Bieber, il dit dans la vidéo « Je n'ai jamais vraiment la tutelle légale de lui, mais pour les prochaines 48 heures, je suis complètement fou. » Instantanément, le visage naïf et juvénile de Bieber semble se figer dans un sourire forcé et mal à l'aise. Il paraît clairement mal à l'aise alors qu'ils poursuivent leur conversation. Quand Diddy demande à Bieber ce qu'il veut faire, on entend Bieber répondre « Allons juste chercher des filles ». Et puis il y a eu son interview avec Conan O'Brien. Une ancienne vidéo de Diddy conseillant Conan O'Brien sur comment enfermer des femmes lors de fêtes refait surface et ternit son image. Lorsque Diddy et l'animateur de Late Night with Conan O'Brien se sont retrouvés en 2002, ils ont discuté en détail des fêtes extravagantes de Diddy. Conan a évoqué le sujet le premier, plaisantant sur sa musique de Paul Anka et son fromage en spray lors des réunions, mais personne ne vient jamais. Avec assurance, Diddy a dit à Conan qu'il faisait tout de travers avant de lui donner une liste d'indispensables pour une fête. Dans ses remarques d'ouverture, Diddy a souligné l'importance d'attirer de belles femmes et de beaux hommes pour les dames. Diddy a ajouté qu'il fallait de l'eau et des boissons, car beaucoup de femmes en boivent aux fêtes et partiront sinon. Puis, les choses sérieuses ont commencé. Diddy affirme qu'il était nécessaire d'avoir des verrous sur les portes pour garder les femmes à ses fêtes. La réaction immédiate de Conan a été « D'accord, là, ça commence à mal sonner ». Diddy a répondu avec enthousiasme « C'est un peu bizarre ». Diddy a ensuite parlé de garder ses fêtes animées et de faire transpirer les gens. Mike Tyson a aussi repoussé la main de Diddy. Après l'incarcération récente de Diddy, des images d'une interview révélant un échange gênant entre Mike Tyson et Sean Diddy Combs ont refait surface. La vidéo de la visite de Tyson en 1998 dans l'émission de Keenan Ivory Wayans le montre apparemment en train d'enlever la main de Diddy de sa jambe. Après avoir été arrêté, Diddy est poursuivi en justice. Diddy a plaidé non coupable, mais la libération sous caution lui a été refusée. En conséquence, il est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center à Brooklyn. Et à la suite de cette annonce, les utilisateurs des réseaux sociaux sont revenus sur une rencontre étrange entre Diddy et le boxeur Mike Tyson. Diddy racontait une histoire à propos d'un concert à New York où il est tombé en disant « Donc, je performais et j'essayais de tout donner. Je me donnais à fond. Je parle du moment où tu es tombé à plat dos, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Tu sais, quand tu tombes et fais croire que personne n'a vu, tu continues. J'ai eu honte des semaines. » Et Mike Tyson a plaisanté. C'est une question de Benjamin, en référence à la chanson de Diddy sur l'argent. Puis, lorsqu'ils se sont assis sur le canapé, Tyson a semblé saisir la main de Diddy et l'a repoussée, ce qui a poussé Diddy à croiser à nouveau les bras pendant la pause publicitaire. Avec plus de 40 000 vues sur X, ex-Twitter, la séquence est devenue virale et a poussé certains à croire que Tyson avait volontairement repoussé la main de Diddy. Et puis une autre avec Justin Bieber. Diddy qui l'interroge, c'est vraiment étrange. Une vidéo montre que Justin Bieber semblait mal à l'aise lors d'une conversation avec Sean Combs. Dans la vidéo récemment publiée, Diddy reproche à Justin de ne pas assez communiquer avec lui. En se serrant la main, Justin l'adolescent lui assure que tout va bien. Mais le rappeur lui a demandé « Ça va? Tu remplis les salles ?» L'ambiance a changé quand Diddy a dit « Tu agis différemment, tu ne m'appelles plus et tu ne traînes plus avec moi ». Dans la vidéo, Justin, qui avait environ 16 ans à l'époque, a bafouillé en répondant « Je veux dire, tu as essayé de me contacter pendant tous mes projets et tout ça, mais tu n'as jamais eu mon numéro. » Justin a ensuite sorti son téléphone et a dit à Diddy « Je vais te donner mon numéro. » Les gens sur les réseaux sociaux ont partagé la vidéo et disent à quel point ils sont mal à l'aise avec cet échange. « Cette vidéo fait peur », a commenté un utilisateur de X, un autre trouvant Justin nerveux. Travis Scott évite Diddy. On peut voir Travis s'enfuir devant Diddy dans la vidéo, après ce qui semble être une allusion.
La vidéo non datée où Diddy met son bras autour de Travis et l'appelle son petit frère a attiré beaucoup d'attention sur Internet, comme on pouvait s'y attendre. Les fans sur les réseaux sociaux ont réagi à la fois à la façon dont les deux se parlaient, qui semblait être codée, et à la manière dont Travis évitait de croiser le regard de Diddy avant de lui dire de se taire et de crier en s'enfuyant. Dans le clip avec Travis, Diddy a dit « Mon petit frère, on l'a fait. Demain, c'est le moment. Il est temps de faire ce truc, mec. Ouais, tout le monde, soyez au rendez-vous. Allons-y. » Et ensuite, Travis s'enfuit en courant. On a aussi 50 Cent. Curtis Jackson, mieux connu en ligne sous le nom de 50 Cent, est réputé pour son style direct et honnête sur les réseaux sociaux. Depuis 2006, lui et Diddy sont en conflit à cause d'allégations, sans preuve à l'appui, selon lesquelles Diddy serait impliqué dans la mort de Notorious B.I.G. Après l'annonce des perquisitions, 50 Cent a partagé des captures d'écran de la couverture médiatique sur Twitter. Il a écrit « Maintenant, ce n'est plus Diddy l'a fait, c'est Diddy s'est fait ». Ils ne viennent pas comme ça sans avoir un dossier. Plus tard dans la même journée, 50 s'est rendu sur Instagram et a posé une question sur la localisation du vieil ami de Diddy, Jay-Z. Quelqu'un a vu Jay? LOL? 50 Cent a légendé une image d'une brique de lait avec le visage de Jay-Z dessus, ajoutant que Combs a dit que Jay-Z ne répondait pas à son téléphone. LOL. Donc, Ashton Kutcher ne pouvait pas parler des soirées de Diddy. Justin Bieber a passé 48 heures avec Diddy, ce qui ressemble à un film d'horreur. Et 50 Cent pense même qu'il a mis fin à Biggie. C'est trop.